merci beaucoup à nouveau pour votre invitation. Je vais avoir la lourde tâche de vous présenter une vision un petit peu globale du DALO en 15 minutes. Je vais essayer de m'y tenir. Théodora, n'hésite pas à me faire un signe discret si je déborde. Alors, je vais prendre comme support le site de l'association DALO. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Est-ce que ça va, vous voyez bien l'écran? Super, merci. Alors, déjà, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Diane Forin, déléguée de l'association DALO depuis décembre 2017. J'ai une formation de juriste en droit public et droit sanitaire et social. L'association DALO, pour vous en parler rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui a été créée en 2015 par Bernard Lacharme. C'est peut-être un nom qui vous évoque quelque chose, mais il était notamment secrétaire du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées à l'époque où la loi DALO, donc droit au logement opposable, a été adoptée. Et il a vraiment œuvré pour l'adoption de cette loi. Donc, M. Lacharme a voulu créer l'association DALO en 2015 face au constat que la loi DALO, bien que promulguée, était très inégalement appliquée sur le territoire français et qu'il y avait des disparités de traitement face à des situations similaires de mal logement. Donc, pour vous donner un exemple un petit peu plus flagrant, à Paris, on a une chance sur deux d'être reconnu prioritaire au titre du DALO dans un logement insalubre. Si on est dans le Bas-Rhin, ça tombe à une chance sur 10. Donc, en fonction de la commission de médiation à laquelle on s'adresse, on n'a pas forcément les mêmes chances d'être reconnu prioritaire et d'obtenir les mêmes droits ou pouvoir bénéficier de la procédure DALO. Donc, une grosse disparité de traitement devant la loi, ce qui a motivé, entre autres, la création de l'association DALO en 2015. L'association DALO s'est donné 3 principales missions, si on peut résumer. Donc, le site nous sert un petit peu de base aussi. Je vais l'utiliser aussi pour vous parler un peu plus en détail du DALO ensuite. Mais on a une mission de formation. Ça fait partie des principales missions qu'on a. C'est vraiment 70% de notre action à l'heure actuelle. On est organisme de formation, on est certifié Qualiopi, et c'est pour nous un moyen de faire en sorte que la loi DALO soit connue et qu'elle soit bien mise en œuvre par les professionnels, les travailleurs sociaux, les associations évidemment, les avocats, mais aussi l'administration, parce qu'on fait des formations à destination des membres de commissions de médiation aussi, en partenariat avec la DHUP. On a une mission d'information qui passe aussi à travers notre site internet. Donc, on a des rubriques vraiment dédiées aux chiffres du DALO. Est-ce qu'on peut faire un recours? Donc, vraiment des rubriques plutôt dédiées aux personnes mal logées ou dépourvues de logement qui souhaiteraient être mieux informées sur leurs droits. Et on fait également un travail de veille juridique aussi pour informer les professionnels. Donc, vraiment, pour nous, l'idée, c'est d'informer à la fois les personnes mal logées de leurs droits, mais aussi, évidemment, les personnes qui les accompagnent que ce soit les associations ou les professionnels du droit comme les avocats, etc. Donc ça, c'est la seconde mission qu'on s'est donnée, informer toute personne intervenant dans la procédure DALO. Et en dernier lieu, on a une action de plaidoyer et de contentieux. On peut un petit peu, enfin, les deux peuvent un peu se mélanger par un moment parce qu'on a vraiment cette fonction de soutenir des associations qui souhaitent établir un comité de veille DALO, par exemple, dans le département où elles se situent. On a vraiment vocation à réceptionner les alertes de différents territoires, essayer de mettre en lien les associations, leur communiquer des documents support pour argumenter. On a des fiches argumentaires pour essayer de répondre parfois au sein des commissions de médiation ou dans du contentieux en fonction de ce qui peut être opposé. Donc voilà, nous vraiment l'idée c'est d'être un pôle ressources aussi. Et on a de plus en plus cette partie plaidoyer et contentieux qui se fait à plusieurs niveaux, qui se fait au niveau de permanence d'accès au droit, mais aussi au niveau de mise en relation, comme vous l'aurez compris, d'acteurs sur le terrain au niveau local, pour faire en sorte que les personnes connaissent le DALO, s'en saisissent et le défendent. Voilà, donc on a aussi des actions contentieuses un peu plus concrètes. Par exemple, en Haute-Garonne, on est plusieurs associations, dont l'association DALO, mais aussi la Fondation Abbé Pierre, le DAL 31, à attaquer la doctrine du préfet et de la commission de médiation qui ont pris le parti, malheureusement, de ne pas appliquer la loi DALO et qui conditionnent leurs décisions favorables à des critères qui ne sont pas légaux. Donc, ils ont rajouté des critères qui ne sont pas dans la loi. Voilà, pour vous donner un petit peu le panel des missions que l'association DALO s'est donné. Je vais vous faire un tableau rapide, j'espère quand même assez complet, mais évidemment, vous pouvez regarder notre site ou nous interroger et on pourra répondre à des questions ensuite, évidemment.
Mais pour vous faire un petit historique de la loi DALO, parce que comme vous l'aurez compris, l'association DALO date de 2015, mais la loi DALO a été promulguée le 5 mars 2007 pour une application à compter de janvier 2008. On a des grands principes de la loi qui sont malheureusement pas encore appliqués de manière homogène sur l'ensemble du territoire, mais on l'espère, ça sera le cas un jour. Les grands principes, c'est vraiment de se dire qu'on n'avait pas de voie de recours pour faire valoir le droit au logement avant l'adoption de la loi DALO et qu'on n'avait pas de garant vraiment du droit au logement, qu'on n'avait pas d'autorité vers laquelle se tourner si le droit au logement n'était pas effectif. Donc on avait un droit défini depuis la loi de 90, la loi Besson, mais on n'avait pas forcément des voies de recours pour faire valoir son droit. Donc ça, c'est vraiment l'objet de la loi DALO, c'est de faire en sorte déjà de désigner un garant du droit au logement. Le garant, c'est l'État. D'avoir des voies de recours pour faire valoir son droit. Donc, si on n'est pas logé ou qu'on est dans des situations de mal logement, on peut se tourner vers l'État pour obtenir sa garantie, pour obtenir que l'État garantisse notre accès à un logement pérenne, décent. Et surtout, on a des voies de recours pour le faire valoir. Donc, vraiment, la logique du DALO, si on peut retenir ça, c'est que l'État est garanti à tous. Alors, il y a des conditions qui ont été rajoutées par la suite, mais dans la loi initiale, vraiment, il était prévu que le droit au logement est un droit garanti à tous, garanti par l'État, et que l'État, à cet égard, a une obligation de résultat. Donc, il ne s'agit pas de prioriser les publics, mais il s'agit de révéler le droit au logement de chaque personne et de venir y répondre. L'obligation de résultat, c'est vraiment à opposer à l'obligation de moyens. L'État ne peut pas invoquer le manque de place en hébergement ou le manque de logement pour ne pas répondre à la demande qui lui est faite de reloger. Il doit atteindre le résultat qui lui est imposé, donc il lui appartient de répondre à chacun des besoins révélés. Ça, c'est vraiment la chose sur laquelle je dois insister si vous voulez comprendre l'esprit de la loi DALO, c'est vraiment on révèle un besoin sur le territoire. Donc, la commission de médiation DALO dans son département révèle le besoin recensé sur son territoire, qui n'est pas couvert par le droit commun, qui n'est pas couvert par ce qui existe à l'heure actuelle, et vient révéler à l'État où est-ce qu'il y a besoin d'agir, où est-ce qu'il y a besoin de créer de nouvelles places, quel type de place, quel type de logement, etc. etc. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop vite, n'hésitez pas à me dire si c'est trop rapide. Voilà, donc les grands principes, c'est vraiment ça, c'est vraiment des voies de recours pour faire valoir un droit au logement avec un interlocuteur auquel on peut s'adresser pour le justiciable et pour l'usager, et une obligation de résultat pour l'État. Comment on en est venu à avoir cette obligation de résultat pour l'État? Comment l'État en est venu à se donner lui-même une obligation de résultat finalement? La loi DALO, c'est une loi qui a été vraiment le fruit d'une mobilisation associative. Ça a été adopté dans un contexte bien particulier d'une campagne présidentielle entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy à l'époque. Et ça fait partie des dernières lois qui ont été adoptées sous le mandat de Jacques Chirac. Donc, ça fait vraiment partie des 3 dernières lois adoptées à la toute fin de son mandat. Et il a d'ailleurs annoncé l'adoption de la loi DALO dans ses vœux aux Français, donc les derniers vœux aux Français qu'il faisait le 31 décembre 2006. Et ça a été voté le 5 mars. Donc, vous voyez, il y a eu un délai extrêmement court. Ça a été une loi très peu modifiée, très peu d'amendements par rapport au projet du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées qui préconisait de rendre opposable le droit au logement depuis quelques années déjà, depuis 2002. Voilà un peu pour les éléments de contexte. Évidemment, si vous êtes féru d'histoire et que vous voulez plus d'informations, on a tout ça sur notre site internet, notamment sur le DALO, c'est quoi. Donc là, vous aurez toutes les informations ici sur l'historique de la loi DALO. Si ça vous convient et s'il n'y a pas de questions brûlantes, je vous parle rapidement de comment fonctionne le DALO plus concrètement. J'ai commencé à parler un petit peu des commissions de médiation DALO. Donc, ce sont les commissions de médiation DALO dans chaque département qui vont examiner les demandes et qui vont déterminer si les personnes ont vocation à être reconnues prioritaires DALO au titre de l'hébergement ou au titre du logement. Donc, nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est les critères pour accéder à un logement. Ces commissions de médiation sont dans chaque département et sont censées être des autorités indépendantes, vu qu'elles créent aussi du droit et qu'elles contraignent le préfet qui doit reloger derrière, mais elles sont rattachées souvent, et notamment juridiquement en matière de contentieux, c'est souvent le préfet qui répond des actions de la commission de médiation. Donc on a ces commissions de médiation qui vont avoir vocation à examiner les situations qui leur sont soumises, et normalement ces situations sont prévues par la loi. Donc, pour saisir la commission de médiation, pour vous donner une petite idée, et ça sera dans la boîte à outils de notre site internet,
à laquelle vous avez accès en tant qu'adhérent de l'association DALO, puisque l'UNCLAG est adhérent de notre association. Donc, si vous n'avez pas d'accès, vous pouvez m'écrire un mail pour que je vous ouvre un accès. Théodora vous passera mon mail avec plaisir. Et on a une base d'information juridique qui est très fournie, sur laquelle vous avez notamment les principes généraux qui permettent de saisir la commission de médiation. Donc ça, c'est vraiment des principes généraux qui s'appliquent à toute personne qui souhaite saisir une commission de médiation DALO, quelle que soit la situation de mal logement dans laquelle elle se trouve. Le premier critère, c'est de ne pas pouvoir se loger par ses propres moyens. Donc ça, c'est vraiment la logique de se dire que si on parvient à se loger par ses propres moyens, on n'a pas vocation à demander la garantie de l'État. Ça, en matière de jurisprudence ou de décision de justice concrètement, le juge administratif nous indique que ne pas être en capacité de se loger par ses propres moyens, c'est les personnes qui sont en dessous des plafonds des ressources pour accéder à un logement social. Donc, c'est vraiment, on regarde si la personne peut accéder à un logement social ou pas, si elle rentre dans ses plafonds de ressources, ou alors si la personne éventuellement est propriétaire d'un logement. Alors même s'il y a un locataire dedans, rien n'empêche qu'elle vende son logement pour avoir elle-même les moyens de subsistance et lui permettant de louer elle-même quelque chose une fois qu'elle aura vendu son bien. Mais hormis ces cas de figure-là, vraiment, a priori, les personnes qui rentrent dans les conditions d'accès au logement social remplissent ce critère. Donc, vous n'avez pas forcément à vous poser de questions, à moins que la personne soit propriétaire d'un bien à nouveau. La bonne foi, être de bonne foi dans ces démarches, ça veut dire qu'on est de bonne foi dans ces démarches pour obtenir une solution de relogement. Ça ne veut pas dire est-ce que la personne est sympathique, est-ce que la personne mérite un logement, ce n'est pas la question. La question, c'est vraiment de savoir si elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour trouver une solution par elle-même. Donc, pour vous donner un exemple un peu concret, la mauvaise foi peut être valablement retenue quand une personne est menacée d'expulsion pour impayé de loyer, pas parce qu'elle a eu des impayés de loyer, mais si elle a refusé d'apurer la dette. Si on lui a proposé d'apurer la dette, qu'on lui a proposé un accompagnement pour améliorer sa situation et qu'elle a refusé, là, on va estimer qu'elle ne fait pas tout ce qui est en son pouvoir pour améliorer sa situation. Donc ça, c'est un exemple de mauvaise foi. La bonne foi est présumée en droit français, donc à nouveau, si vous saisissez une commission de médiation, a priori, vous n'avez pas à démontrer que vous êtes de bonne foi. C'est présumé. Par contre, s'il y a des situations pas forcément évidentes et que vous vous posez la question, ça peut être bien de prendre les devants et d'expliquer peut-être pourquoi monsieur ou madame a refusé dans un premier temps une démarche pour apurer sa dette, et puis une fois qu'on a discuté, peut-être qu'ils ont accepté, mais prendre les devants ou ne pas faire de DALO dans ces cas-là. La régularité de séjour, alors les conditions de séjour sont une condition pour accéder au logement, donc que ce soit pour un logement pérenne ou un logement de transition, mais pas pour accéder à un hébergement. Donc, bon, ça ne me concerne pas forcément aujourd'hui, mais je leur précise quand même le principe d'inconditionnalité de l'accueil est aussi retranscrit dans la loi DALO, volet hébergement. Mais en tout cas, pour accéder à un logement, il faut remplir les conditions de régularité de séjour. Et les conditions d'accès au logement social, bon, finalement, ça rejoint les conditions de régularité de séjour et ne pas dépasser un certain plafond de ressources. Donc, à nouveau, on est sur une somme maximale et on n'est pas sur un minimum. Il n'y a pas de minimum de ressources pour faire un DALO. Même si dans les faits, il faudra quand même avoir des ressources pour espérer un relogement. Mais au stade du DALO, on est vraiment sur l'idée de révéler aussi un besoin. Et parfois, il faut révéler des situations où les personnes n'ont pas de ressources, mais sont quand même dépourvues de logement. C'est des situations qui existent et qu'il faut révéler aussi. C'est dans la logique du rôle des commissions de médiation qui ont ce rôle un peu de lanceur d'alerte, on peut dire. Il faut avoir fait des démarches préalables. Donc, l'idée vraiment, c'est qu'on saisit la commission de médiation une fois qu'on a tenté de trouver une solution par ses propres moyens. Donc, il faut démontrer qu'on a tenté de trouver une solution par ses propres moyens, que ce soit au titre de l'hébergement ou au titre du logement. Donc, la démarche préalable ultime, ça sera la demande de logement social. Pour certaines situations visées par la loi, ça peut être aussi un rapport du service d'hygiène qui vient constater des désordres. Ça peut être voilà, des recherches aussi dans le privé, sur le bon point, etc. Enfin, on peut aussi avoir fait des recherches autres que des démarches type demande de logement social. Mais la demande de logement social est un petit peu une condition sine qua non. Elle n'est pas forcément prévue par la loi, mais dans le CERFA DALO, on demande le numéro unique d'enregistrement, par exemple. Enfin, l'urgence. Donc, il faut être dans une situation d'urgence pour saisir une commission de médiation. Ça, pareil, l'urgence est présumée. On a un arrêt du 13 octobre 2017 du Conseil d'État qui nous dit que les personnes qui sont dans une situation visée par la loi DALO sont a priori dans une situation d'urgence et doivent en principe être reconnues prioritaires au titre du DALO. Donc, la présomption d'urgence vaut pour toute personne qui souhaite faire un recours DALO, sauf pour certaines situations. Donc, le délai anormalement long.
et les personnes qui sont hébergées chez un ascendant. Donc ça, j'y reviendrai parce que ça fait partie des critères que je vais vous détailler un petit peu. Je suis dans les temps, Théodora, ça va? Ouais, ok. Alors, ici, vous avez les motifs pour faire un recours DALO qui sont listés avec le détail, que disent les textes, que dit le guide du ministère, etc. Vous pourrez évidemment aller regarder le détail de chacun. Moi, j'ai pris le parti de vous détailler que les trois principales situations qui ont été révélées par le rapport. Donc, les situations pour lesquelles les personnes de moins de 30 ans, a priori, font des recours DALO le plus souvent. Donc, on a d'abord le critère de personnes qui sont dépourvues de logement. Je vais rentrer dans le détail. Les personnes qui sont en suroccupation avec mineurs ou personnes en situation de handicap et les personnes voulant sortir de structures d'hébergement, pardon. Donc, ça sera le premier, le troisième et le cinquième motif que je vais vous détailler. Donc, pour les personnes qui sont dépourvues de logement, ça recouvre trois situations. Les personnes dépourvues de logement au sens strict du terme, donc qui dorment dans leur voiture, qui sont en errance à droite à gauche, qui dorment dans un local qui n'est pas prévu pour l'habitation. Les personnes qui sont hébergées chez un tiers, et quand les personnes sont hébergées chez un tiers, on va distinguer les personnes qui sont hébergées chez un ascendant des autres situations. Donc, si on est hébergé chez un ascendant, un parent, un grand-parent, c'est vraiment les ascendants qui sont visés par la loi, ce ne sont pas les descendants. Donc, si c'est un parent chez un enfant, vous comprenez bien que ce n'est pas la même situation. Mais quand on est chez un ascendant, on a vocation à regarder les conditions de la cohabitation. On va regarder dans quel contexte on est hébergé, dans quel contexte, quelle est l'autonomie de la personne, quel est son âge, etc. On va vraiment vérifier pourquoi il y a urgence à reloger. Donc, je vous disais, il y a quelques exceptions à l'urgence, à démontrer l'urgence. Dans ce cas-là, il faut démontrer qu'il y a urgence à reloger. Avant, ça renvoyait à l'obligation d'assistance alimentaire. Depuis la loi ADUR, on est venu préciser ce qu'on examine. Donc, la commission de médiation viendra examiner dans quel contexte on est hébergé. Voilà. Donc, si on a 40 ans, qu'on revient après une séparation avec 2 enfants, que le logement n'est pas adapté pour 5 personnes et qu'on est 5 personnes dans le logement, tout ça, ce sont des éléments qui vont être pris en compte pour dire si oui ou non la personne doit être reconnue prioritaire au titre du DALO. Par contre, si on est hébergé par n'importe qui d'autre de la famille, un frère, une sœur, un cousin, présomption d'urgence, on n'a pas vocation à regarder les conditions de la cohabitation. Ce n'est pas du tout appliqué. Si vous avez vu des manières de faire différentes sur vos territoires, c'est tout à fait habituel. Je ne veux pas dire normal parce que ça n'est pas légal, mais en tout cas, c'est habituel, malheureusement. Mais sachez que ça n'est pas légal. On peut aussi attaquer ce type de décision. Donc, pour les personnes dépourvues de logement, vraiment, on considère qu'une personne hébergée chez un tiers est dépourvue de logement parce que si elle n'avait pas un réseau social et familial, elle serait effectivement à la rue. Et si son hébergeant décide de mettre la personne dehors du jour au lendemain, il n'y a aucune protection particulière pour les personnes hébergées. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous avez compris qu'on a pas mal d'informations sur le site. Donc vous pourrez aller regarder ces motifs de recours plus en détail. Pour les personnes qui souhaitent sortir de structures d'hébergement ou logement de transition, on va avoir une distinction à faire entre les personnes qui sortent de structures d'hébergement. Là, on va avoir 6 mois d'ancienneté dans la structure qui sera exigée pour être reconnue prioritaire DALO. Donc, une fois que ces 6 mois sont écoulés, on peut saisir la commission de médiation du département où on a fait ces démarches préalables pour obtenir d'être reconnu prioritaire DALO. De la même manière pour le logement de transition ou logement foyer. Et là, ce sera 18 mois. Donc, c'est 18 mois d'ancienneté. Il faut que les 18 mois et les 6 mois soient révolus au moment où la commission se prononce. Et si on a changé de structure entre-temps, si on avait le même type de prise en charge, ça se cumule. Donc, on ne repart pas de zéro forcément si on change de structure. Par contre, il faut que ce soit le même type de prise en charge. Et enfin, pour la suroccupation, alors on a eu une évolution récente en matière de suroccupation, de définition de la suroccupation. Donc la suroccupation, ça se cumule avec l'obligation d'avoir un enfant mineur ou une personne en situation de handicap à charge pour pouvoir l'invoquer. Si on est simplement, si je puis dire, en suroccupation, ça n'est pas suffisant pour saisir la commission de médiation sans délai. La commission de médiation va vérifier qu'on est en suroccupation, mais également qu'il y a bien un enfant mineur ou une personne en situation de handicap à charge. La suroccupation, là, dans la loi DALO, ça renvoie au mètre carré prévu au titre du Code de la sécurité sociale. Donc, 9 mètres carrés pour une personne, 16 mètres carrés pour 2 personnes, et on rajoute 9 mètres carrés par personne supplémentaire dans la limite de 70 mètres carrés.
Donc, si on est 47 dans 72 mètres carrés, il n'y a plus de suroccupation possible, on estime que ça n'est pas de la suroccupation. On a eu une modification, on a eu un décret du 29 juillet 2023 qui est venu définir plus largement la suroccupation, donc c'est entré en vigueur le 1er octobre, là. Et désormais, on prend en compte la typologie du logement. Donc jusqu'ici, ça n'était pas pris en compte. Dorénavant, on estime que si le logement est occupé par plus de 2 personnes par pièce de vie, il y a suroccupation. Donc les pièces de vie, c'est séjour et sommeil. Donc c'est les pièces de séjour et de sommeil. Donc par exemple, maintenant, si on est dans un T2 et qu'on est 5, il y a suroccupation, quelle que soit la taille en mètres carrés du logement. Donc ça, c'est une énorme avancée. Enfin, c'est quelque chose qui n'était pas du tout pris en compte jusqu'ici, la typologie dans le DALO. Donc c'est un élargissement majeur. Maintenant, on verra comment ça sera mis en œuvre. Est-ce que ça sera bien exécuté? C'est des choses qu'on pourra voir dans le temps et qu'on pourra vous partager. Voilà en termes de motifs sur lesquels je voulais réinsister, étant donné que ce sont les motifs qui ont été le plus invoqués, a priori, qui sont le plus ressortis dans le rapport qui a été mené par l'UNCLAG. Dernier petit élément dont je voulais vous parler, parce que ça faisait aussi partie de l'enjeu du non-recours au DALO. On a également le délai anormalement long. Alors ça, c'est un critère à part entière qui ne se cumule pas avec les autres. Mais dans les départements, le préfet va déterminer un délai au-delà duquel on aurait dû avoir une proposition de logement adaptée au titre de la demande de logement social. Et si ce délai est dépassé et qu'il y a urgence à reloger, là, il faudra vraiment démontrer l'urgence à reloger. On peut aussi saisir la commission de médiation pour ce motif-là. Voilà. Donc, ça peut aussi être pour des personnes qui ont une demande de logement social depuis un certain temps et pour qui ça n'aboutit pas. Ça peut aussi être une solution, mais il faut démontrer l'urgence à reloger dans ce cas de figure. Voilà, j'ai respecté le chrono, j'espère. Désolée, c'était un peu... Merci Diane. On va avancer sur la présentation, mais on pourra pendant le temps d'échange revenir et évidemment transmettre aussi les coordonnées s'il y a des questions à destination de l'association DALO. Merci beaucoup. Je vais tout de suite repartager mon écran. Vous revoyez bien mon écran. Ok, super. Donc pour enchaîner, merci pour cette présentation encore sur notre étude sur le recours des jeunes au droit au logement opposable. C'est juste, je vais faire un petit rappel de cette étude et pourquoi cette étude. C'est une étude qui s'inscrit dans un cycle d'études de l'UNCLAG qui a été menée dans le cadre d'un partenariat avec la Caisse nationale des allocations familiales et qui est le troisième volet qui conclut une série d'études sur le non-recours des jeunes. Première étude sur le non-recours des jeunes aux garanties locatives, deuxième sur le non-recours des jeunes au parc social, et donc cette dernière étude sur le non-recours des jeunes au droit au logement opposable. C'est une étude qui a été réalisée par Mélanie Atrux-Talot, qui était chargée de mission à l'UNCLAG, puis responsable de formation supérieure et de recherche et chercheuse à Océlia, École des métiers santé sociale, qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais si vous avez des questions très ciblées, il sera possible de lui adresser, qu'on puisse lui transmettre ultérieurement. Pour récapituler comment elle a mené cette étude, elle a fait une première analyse qualitative qui a commencé par son analyse quantitative, qui était le choix d'enquêter auprès de plusieurs CLAG, donc 8 CLAG et structures qui accompagnent les jeunes dans leur démarche de logement dans plusieurs départements, dans des zones rurales, des zones périurbaines et des zones d'agglomération, avec des entretiens exploratoires semi-conductifs pour essayer de montrer quelle réalité derrière les recours ou non-recours au DALO des jeunes et comment les CLAG orientent ou non les jeunes vers des recours DALO. La deuxième partie de son analyse était une analyse quantitative, donc avec l'idée d'essayer d'avoir des chiffres précis sur les recours ou non des jeunes au DALO, parce qu'on avait en fait des chiffres qui allaient pour les tranches 25-40 ans et 18-24 ans. Il n'y avait pas de chiffres qui se concentraient sur cette tranche de la population entre 18 et 30 ans. Et donc, c'était d'essayer d'extraire des données et des variables liées directement avec l'âge pour voir s'il y avait des choses intéressantes à tirer du recours des jeunes en matière de DALO.
Elle a fait cette demande de données sur la base du CERFA du recours DALO, donc des demandes de données brutes, pour avoir des données fiables sur plusieurs années. Ce schéma, c'est simplement pour rappeler que les données qu'elle a saisies ont été étudiées sur le niveau des dépôts de recours à l'amiable du DALO, donc pas sur l'ensemble de la procédure. Et donc, on n'a pas les données sur ce que ça a donné ensuite dans les recours les recours en contentieux ou les recours gracieux une fois le premier résultat, mais c'est vraiment sur la première partie de saisie du recours à l'amiable des COMED pour le recours DALO. Ce CERFA, donc c'est un exemple des documents qui ont été étudiés. C'est les recours amiables devant les commissions départementales de médiation en vue d'une offre de logement. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'elle a pu étudier sur les données pour les jeunes. Les requêtes qu'elle a fait se sont faites auprès de la DHUP, donc ces données qui ont mis un peu de temps à avoir et qui ont été assez dures à arriver. Et en fait, c'est l'idée d'essayer d'extraire les données du CERFA dans des tableaux croisés dynamiques pour établir les corrélations entre ce que font les jeunes comme recours DALO. Cette communication on a décidé de vous remettre ici, c'est une communication de René Dutray, le secrétaire général du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées. C'était une communication qui a eu lieu en 2019, mais on trouvait qu'il montrait un vrai constat sur la manière dont les jeunes se saisissent du DALO ou non. Donc, plusieurs observations qui ont aussi nourri ce travail de recherche de Mélanie Atrux. Donc, le fait que que les moins de 25 ans sont présents dans les demandes de logement social, mais qu'ils étaient très peu présents dans les demandes de DALO, qu'on n'avait pas vraiment de recul sur à quel point les jeunes faisaient ou non des recours DALO. Et c'est une partie des observations qui ont contribué à nourrir le travail de recherche de Mélanie Atrix. Je vais enchaîner sur les principaux constats quantitatifs qu'on a pu trouver à l'issue de cette étude. Là, comme vous pouvez l'observer, l'idée, c'est vraiment de comparer les situations de recours au DALO par rapport à l'ensemble des demandes de logements sociaux. Et on peut voir que les plus de 30 ans sont environ 4% à faire un recours DALO parmi ceux qui font une demande de logement social, 3,5% à peu près pour l'ensemble de la population, mais seulement 1% chez les jeunes. Donc, c'est la barre en bleu. On observe une augmentation entre 2017 et 2019, mais les jeunes restent a priori, de manière générale, dans une situation de non-recours au DALO par rapport au reste de la population parmi l'ensemble des demandeurs de logements sociaux. Ce deuxième graphique, c'est pour expliquer que la part des jeunes de moins de 30 ans, je vais employer les jeunes à plusieurs reprises. À chaque fois que j'emploierai le terme des jeunes, je précise, c'est 30 ans compris et moins. Cette slide, donc, c'est pour expliquer que le nombre de recours au DALO des plus de 30 ans reçus, comparé au nombre de recours de jeunes reçus, a très, très fortement augmenté. Donc, vous pouvez voir plus de 246% du nombre de recours de jeunes contre seulement 9% pour les plus de 30 ans. Donc, en fait, cette augmentation massive des recours DALO qu'on constate entre 2016 et 2021, elle est principalement due à l'augmentation des recours de DALO par les jeunes, qui était quand même une des données quantitatives les plus marquantes dans le résultat de cette enquête, cette forte hausse du nombre de recours par les 30 ans et moins. Cette donnée, c'est vraiment pour voir représentativement, on a de plus en plus de jeunes dans la catégorie des jeunes de moins de 30 ans qui sont également en dessous de 25 ans et qui font ces demandes de recours DALO. Comme on peut l'observer entre 2016 et 2018, les tranches de population qui sont en dessous de 25 ans sont quasiment invisibles dans la tranche de population qui font effectivement des recours DALO. Alors qu'à partir de 2018, ça commence 2019, on aperçoit vraiment, à partir du bleu clair que vous pouvez voir sur le graphique, une tranche de population plus jeune, donc entre 19 et 25 ans, qui commence à vraiment faire des recours DALO. Avant, c'était vraiment les plus de 25 ans qui étaient exclusivement concernés dans cette tranche de population par les recours DALO. Et donc, ce qui est vraiment montré durant tout son rapport et cette étude, c'est que la potentialité de faire un recours DALO pourrait ne pas, a priori, on a une même tranche de population à peu près entre les 19 ans, les 24 ans, les 29 ans, mais que c'est vraiment très fortement corrélé à l'âge du requérant et qu'en fait, plus on est âgé dans cette tranche de population en dessous de 30 ans, plus on a vraiment de chances de faire un recours DALO. C'est strictement corrélé à l'âge.
un autre constat quantitatif qui a été fait. Alors ça qui était plutôt une idée qu'avait donc Mélanie quand elle a commencé son étude, c'était l'idée qu'on allait trouver plutôt des personnes isolées de sexe masculin et qu'en fait, elle a été surprise de voir qu'il y avait le plus grand nombre, comme vous pouvez le voir sur la droite du graphique, de personnes isolées de sexe féminin, un nombre environ 2 tiers qui faisaient les recours d'allo. C'est un écart qui tend à se creuser, comme on peut le voir dans le graphique suivant que je vous affiche tout de suite. Là, on peut voir qu'entre 2021 et 2016, en 2016, c'est vraiment les personnes seules de sexe féminin qui ont tendance à faire plus de demandes de recours d'allo, que cet écart se comble un petit peu en 2020-2021, mais on a quand même une majorité qui a plutôt surpris lors de cette étude de personnes isolées de sexe féminin pendant plusieurs années, 2016-2017, et qui commencent à se résoudre aujourd'hui. On a également essayé d'étudier le lien entre les niveaux de ressources de ces jeunes qui constituaient des recours d'allo, qui déposaient des demandes à l'amiable, et ceux qui n'avaient pas de ressources. Et ce que a montré l'étude et les différents volets quantitatifs établis par Mélanie, c'est que les niveaux de précarité sont assez partagés, qu'environ 50% des jeunes ont des ressources équivalentes au SMIC ou supérieur, et que 50% n'avaient aucune ressource. C'est aussi quelque chose qui se retrouve dans l'aspect qualitatif de l'étude avec le fait que les classes font en fait souvent recours au DALO avec des jeunes qui sont plus près au logement et qui feraient partie de la population qui serait plus proche des ressources mensuelles, proche du SMIC ou au-delà du SMIC, parce que ça s'inscrit dans toute l'étude qualitative qui a été faite selon la perception de est-ce que le DALO va être accepté ou non, on a tendance à faire des recours DALO pour les jeunes. Mais j'y reviendrai dans une deuxième partie plus qualitative. On peut voir toujours dans notre étude de manière plutôt quantitative via ces deux cartes. Alors les couleurs sont pas les plus évidentes, mais ça montre quand même une forte augmentation des recours d'allo sur les jeunes, ce particulièrement dans les zones tendues. Ça montre vraiment la différence entre les métropoles, les zones touristiques et attractives et le reste. Le fait, par exemple, quand on sait que la région Île-de-France totalise 62% des recours des jeunes de 30 ans et moins entre 2016 et 2021, on voit vraiment sur la carte cette augmentation des recours d'allo des jeunes. Il y a aussi d'autres régions qui se démarquent. Il y a la région PACA qui se démarque près des grandes métropoles, encore une fois, Marseille, Nice, Toulon. On peut voir une grosse évolution aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, un peu, je ne sais pas si vous voyez bien sur les couleurs, mais ce sera détaillé dans l'étude, mais on voit aussi que le Rhône, la Haute-Savoie, l'Isère, ces régions frontalières où il y a énormément de recours d'allo qui sont concentrés et qui ont augmenté. Et de manière globale, ça peut se voir aussi près de la métropole de Nantes, la métropole de Toulouse, cette augmentation vraiment des recours, augmentation du nombre de recours d'allo chez les jeunes. Cette slide, encore une fois, sur l'aspect quantitatif, c'est qu'on a vraiment essayé de démontrer, ça fait écho à ce que disait Diane tout à l'heure en introduction, mais quels sont ces types de jeunes qui font des recours d'allo. Et on a en fait trouvé que c'était des jeunes dépourvus de logement, voire en situation de rupture, parce que les premiers motifs, donc les motifs de dépourvu de logement, hébergé chez un tiers ou sous menace d'expulsion, étaient les motifs qui étaient en fait les plus cochés dans les demandes de CERFA de recours à l'amiable pour les jeunes qui font des recours d'allo. Et c'est beaucoup moins des situations d'autres motifs comme les logements non décents, suroccupés ou dans l'attente d'un logement social qui pourraient refléter des personnes qui ont déjà eu accès à un logement mais à qui le logement ne correspond plus, n'est plus du tout adapté, qui est en fait beaucoup moins présent chez les jeunes. Donc ça réunit l'idée qu'il y ait vraiment des situations de rupture très présentes chez les moins de 30 ans qui font pour cela appel, recours au DALO. Toutes ces données quantitatives ont donc été agrégées et comparées avec un bilan qualitatif qui a été établi notamment via des entretiens par Mélanie Atrux. Et ce qui était assez frappant, c'est qu'en fait, les données quantitatives et les chiffres lui sont parvenus, ont été traités après qu'elle ait déjà réalisé un certain nombre d'entretiens. Et ils ne coïncidaient pas avec le ressenti des travailleuses et travailleurs sociaux, parce que cette hausse des recours avait été en fait peu ressentie selon les entretiens qu'avait fait Mélanie. C'est que les recours sont dans la majorité des cas effectués par un travailleur social, mais que ces travailleurs sociaux ne percevaient pas apparemment
lors de ces entretiens. En tout cas, cette hausse des DALO n'avait pas nécessairement l'impression d'avoir réalisé beaucoup plus de DALO pour les jeunes. Pourtant, si on regarde un peu les données, les chiffres des recours DALO et comment ils sont faits, on constate qu'il y a quand même, c'est donc la barre bleue sur les graphiques, environ 60% des recours DALO qui sont faits avec l'aide d'un travailleur social. Ce, c'est valable pour tous les âges entre 19 et 30 ans. C'est un peu plus valable, comme on peut le voir sur le graphique de droite, dans le début de la vingtaine, donc 19, 20 ans, 21 ans. Mais c'est quand même, ça reste très valable et environ au-dessus de 60% pour tous les jeunes de moins de 30 ans et de 30 ans qui font des recours DALO. Ce qui aurait été intéressant, ce qu'on n'a pas pu avoir comme données, c'est si la population qui est plus âgée, donc qui va au-delà de 30 ans, fait autant appel à des travailleurs sociaux ou non pour réaliser les dossiers DALO. Donc on ne peut pas établir ce lien, on ne peut pas savoir si c'est valable pour l'ensemble de la population ou si c'est plus pour la population jeune. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que c'est des recours qui sont très régulièrement déposés avec l'aide d'un ou d'une travailleuse sociale. C'est aussi quelque chose qui avait surpris l'association DALO quand on avait fait part des premiers résultats, quand Mélanie avait fait part des premiers résultats, qu'il n'y avait pas nécessairement l'impression que les travailleurs sociaux se saisissaient tant que ça du DALO pour les jeunes. Et une des principales conclusions qui se ressent assez bien dans les entretiens qui ont été conduits, c'est le fait que aller faire un recours DALO pour un jeune ou avec un jeune, indiquer et accompagner un jeune dans cette démarche, il y a un critère quantifiable de est-ce que le jeune est dans les clous, est-ce que le jeune, selon le document CERFA, va être accepté, est-ce qu'il correspond aux critères qui ont été rappelés tout à l'heure par Diane, mais également la notion d'une note sociale, c'est le fait que il y a également une part de la représentation mentale des travailleurs sociaux, de la connaissance du parc social sur le territoire, du fait que l'on sait ou non comment fonctionne la COMED et en fait comment on perçoit l'éligibilité ou non du jeune, du public qu'on est en train d'accompagner, ce qui va jouer sur le fait qu'on tende vers l'aider ou l'orienter vers un recours DALO. C'est également ce que dit cette phrase. Donc, comme on sait qu'ils vont être étudiés en commission, c'est l'idée, via ces entretiens avec les CLAGE, qu'on a en fait découvert que selon les contextes qui sont vraiment hétérogènes et divergents selon comment fonctionnent les commissions dans certains départements, que ça va également jouer sur une forme d'intériorisation de ces règles et de ce fonctionnement par les CLAGE et que ça va aussi éloigner progressivement de l'esprit de la loi parce que selon le contexte, selon la perception qu'on a de quelle va être la réaction de la commission sur son territoire, on va plus ou moins faire appliquer cette loi et plus ou moins orienter les jeunes vers ce dispositif et vers ce recours au DAL. Je laisse cette slide, mais qui pourra également être envoyée sur les sources qui ont été utilisées donc, par Mélanie pour cette étude, donc des écrits de juristes, principalement sur le DALO, et des travaux sociologiques, des travaux d'association également sur la jeunesse et sur le recours au DALO. On pourra vous l'envoyer également. Et puis, pour toutes les données quantitatives et le début d'analyse qualitative dont j'ai parlé, vous pourrez retrouver tout cela dans la synthèse et l'étude d'Allo. Je vais donner la parole à le président de l'UNCLAS, Jean-Michel David, qui est là. Je pense que tu peux directement activer ton micro pour présenter les préconisations de l'UNCLAS à l'issue de l'étude. Merci Théodora, bonjour à tous. Vous êtes nombreux, c'est bien. C'est bien pour l'UNCLAS. C'est bien pour le DALO aussi, euh, puisque je vais avancer. J'ai essayé de vous dire le maximum de choses en très peu de temps. Donc, on a prévu suite à l'étude, et c'est bien ce pourquoi on mène des études dans une structure comme l'Union nationale du plage. On a prévu un certain nombre de préconisations. Ces préconisations, elles touchent en fait à trois domaines qui euh, ont été déjà plus ou moins soulignés. Euh, un premier domaine, et je reviendrai dessus, c'est le domaine de
d'une meilleure connaissance par les acteurs d'éclage, meilleure connaissance du DALO et une meilleure utilisation. Le deuxième domaine, il est plus de l'ordre du plaidoyer politique. Et le troisième domaine qui rentre dans le plaidoyer politique renvoie plus à l'action collective entre les associations. Donc, sur la première question, la formation. Formation, donc former davantage les travailleurs sociaux, euh, des CLAGE et des services logement jeunes. On vient de le voir, Théodora en a parlé, le rôle des travailleurs sociaux, le rôle des acteurs des CLAGE est fondamental puisque il y a euh, une importance dans la connaissance que ces personnes ont du système DALO et de la manière dont le DALO fonctionne localement. Il y a une forte donc importance de toutes ces connaissances dans le choix qui va être fait d'accompagner vers le DALO les jeunes reçus et de accompagner aussi l'ensemble de l'itinéraire qui peut être suivi dans l'ensemble du DALO. Donc, premièrement, pour l'UNCLAGE, diffuser les connaissances de base sur ce qu'est le DALO, la diffusion du PowerPoint qu'on est en train de voir et en fait partie, mais il faut insister sur cette diffusion des connaissances. Donc, le rappel des conditions générales comme celles que Diane vous les a présentées tout à l'heure. Et le troisième point, c'est bien évidemment aller plus loin sur une formation des travailleurs sociaux aux suites d'un recours et au fonctionnement des comètes. Plus précisément, voilà. L'objectif numéro 2, si tu peux changer la... Voilà. Donc, il est plus de l'ordre du politique et du plaidoyer. Donc, il s'agit de permettre une meilleure prise en compte de la crise de l'accès au logement pour les jeunes. L'idée, c'est qu'à partir de cette étude, comme d'ailleurs des 3 études qu'on a menées sur le non-recours des jeunes à leurs droits, euh, doit nous servir au niveau de l'Union nationale des CLAGE, doit nous servir à outiller le travail qu'on mène sur une meilleure prise en compte de l'accès au logement pour les jeunes. Donc, augmentation du nombre de recours DALO, ça montre qu'il y a une augmentation de la difficulté des jeunes à trouver, à entrer dans le logement. Et puis, le fait que, justement, c'est un gros problème à l'heure actuelle, le discours politique, c'est de dire, et encore le ministre du Logement me l'a dit il n'y a pas très longtemps, sa priorité, c'est les jeunes. Le problème, c'est que au niveau politique, on a tendance à considérer les jeunes comme étant les étudiants. Or, l'étude nous montre bien que ce sont les jeunes en rupture qui vont avoir besoin du DALO. Donc, on a avec cette étude un certain nombre d'outils au niveau du plaidoyer que l'on mène dans le cadre de l'UNCLAGE. L'objectif 3, s'il te plaît, Théodora, donc, il se place au niveau des initiatives interassociatives de défense du droit au logement. Donc, il y a déjà dans notre réseau ou en limite, en frontière de notre réseau, il y a un certain nombre de structures. Il y a des CLAGE, on va en parler après moi. Il y a l'équipe juridique de Grenoble, le collectif Logement Rhône, les comités de veille sur le DALO en Île-de-France ou sur l'ensemble de la France, qui sont des structures avec lesquelles on peut échanger et améliorer la connaissance qu'on a du DALO. D'ailleurs, localement, ça peut être important.
Donc, comité de veille, il y a l'association DALO, d'ailleurs, organise dans une quinzaine de jours une réunion des comités de veille sur l'ensemble du territoire. Alors, ensuite, travailler avec les autres associations sur le DALO, c'est essentiel. Alors, je ferai une petite incise historique. Diane a parlé tout à l'heure de 2007. Je rappellerai qu'actuellement, dans l'interassociatif au niveau national, il y a le CAU, le collectif des associations unies. Eh bien, le collectif des associations unies est né à la suite de la forte action interassociative qui s'est passée en fin 2006 et début 2007, au moment où justement le droit au logement opposable a été présenté et voté à l'Assemblée nationale. Donc on est dans cet ordre, on est dans cette idée de l'action interassociative et d'ailleurs le CAU est en train de mettre en place actuellement une réflexion sur l'application et le développement du DALO. Donc, on est complètement dans la démarche, l'Union nationale des plages s'implique dans cette démarche interassociative. Il y a, Diane a parlé donc du travail que mène l'association DALO sur la formation. Il est bien évident, et j'en ai parlé précédemment, il faut former les travailleurs sociaux des plages. On va travailler avec l'association DALO sur un affinement des formations que propose le DALO sur la question, les questions spécifiques que porte la jeunesse et l'accès au logement des jeunes. Voilà globalement et rapidement quelles sont les préconisations qui ressortent de cette étude. Merci Jean-Michel. Et je vais maintenant donner la parole, comme tu avais mentionné en introduction, à deux de nos plages qui sont particulièrement concernées par la question du DALO. Est-ce que vous êtes tous les deux? Oui, vous êtes tous les deux là. Je vais peut-être commencer par poser quelques questions à Fabien Michel du Clash d'Orly, qui fait partie du comité de veille dont Jean-Michel vient de parler, et puis ensuite à Samira Ibrahimi du Clash de Lyon. Bonjour Fabien, merci Bonjour à d'être avec tous. nous. Et est-ce que, en quelques mots, vous pourriez nous expliquer un peu ce comité de veille, qui en fait partie, comment il fonctionne et quel est son objectif principal? Ouais. Alors, bon, déjà, donc, comme Michel, je suis responsable du clash d'Orly dans le Val-de-Marne. Donc, on accompagne les jeunes sur 4 communes de notre territoire et sur notre département, nous avons 4 clashs. Nous accompagnons, nous, au sein de notre clash, à peu près 400 jeunes et c'est une cinquantaine de dossiers par an d'allos constitués. Les principaux thèmes pour lesquels on monte des DALO, c'est les sorties de structure, donc plus de 18 mois de présence, et les demandes de logement supérieures à 3 ans. Nous avons très peu de refus sur ces motifs-là, en tout cas. La commission de DALO du Val-de-Marne fonctionne pas trop mal. Et donc, nous assistons à ces comités de veille depuis quasiment le début. Et les 4 classes, d'ailleurs, du département assistent à ces comités de veille. Elles sont présidées par la Fondation Abbé Pierre. Et il y a énormément de monde à ces commissions, ces comités. Il pas rare qu'on se retrouve entre 40 et 50 personnes au sein de ces comités. Et donc, de différentes associations du territoire qui interviennent dans le cadre du DALO. En général, les premières parties de ces comités de veille sont réservées à des intervenants extérieurs, donc ça peut être des représentants de structures qui interviennent sur des champs un peu particuliers. Le dernier, par exemple, c'était sur une association qui intervient sur les femmes battues, victimes de violences. Donc, ça permet ainsi d'échanger sur leur fonctionnement et comment travailler mieux ensemble. Et dans un deuxième temps, du coup, on échange sur des situations que nous pouvons rencontrer au quotidien. Donc, là, c'est libre parole.
Et du coup, il y a un intervenant, il y a des intervenants de la Comède qui sont présents, donc au titre associatif, notamment le Clash Val de Bièvre, qui assiste aux commissions. Et lorsque nous rencontrons un peu de difficultés, ben, on en échange et on essaie de trouver ensemble des solutions. Et si on a des situations un peu délicates et qu'on sait que qui vont passer en commission, du coup, voilà, ils nous laissent la possibilité de les interpeller pour qu'ils puissent intervenir en Comède. Donc, c'est vraiment un temps d'échange. C'est vraiment très, très intéressant. Ça a lieu à peu près tous les trimestres. Voilà, tous les 3-4 mois. Il y a un comité. Et voilà, ça me permet un petit peu de faire connaissance déjà avec les autres partenaires, des travailleurs sociaux qui ne connaissent pas forcément le DALO, mais que bah, du coup, de fait, ils en font, ils ne connaissent pas trop. Donc, du coup, chacun apporte son expérience. C'est plutôt très, très enrichissant. Merci beaucoup. Est-ce que sur votre fonctionnement via ce comité de veille, il y a des remarques, des choses qui font rebondir par rapport à l'étude sur la question des jeunes en particulier, ou est-ce qu'il n'y a pas particulièrement de retour de ce côté-là? Non, il n'y a pas trop de remarques. Après, nous, sur le Val-de-Marne, ils ont la fâcheuse tendance à refuser les dossiers pour des jeunes qui gagnent plus de 1 500 euros, en partant du principe qu'ils peuvent se reloger directement dans le parc privé. Donc, du coup, là, depuis un mois, je vais voir un petit peu les résultats, mais nous, dans chaque dossier d'allo, on fait une note sociale pour expliquer la situation. Et du coup, on a rajouté un paragraphe pour expliquer que le jeune n'est pas en capacité de se reloger dans le parc privé, faute de ressources, hein, les loyers sont assez chers, et faute de garant surtout. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'avec ça, ça passera mieux? On verra. Après, nous, on est dans l'Île-de-France, donc on a des jeunes qui sont reconnus prioritaires, et c'est pas pour autant qu'il y a des logements derrière. Donc, bon. Donc on fait aussi des recours auprès du tribunal administratif pour faire accélérer les choses. Ok. Merci. Et du coup, je vais donner la parole à Samira du Clash de Lyon. Est-ce que, bah, même par rapport au fait que du coup, vous ayez une permanence d'allo au sein du Clash, est-ce que c'est possible de nous expliquer un peu comment fonctionne cette permanence, comment vous informez les jeunes aussi de manière générale sur le DALO? C'est bon? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Samira Ibrahimi, je suis responsable du pôle social donc, au Clash Lyon. Comme vous l'a effectivement dit Théodora, donc on a mis en place un atelier qu'on a appelé le rendez-vous du DALO depuis maintenant 4 ans. Puisque en fait l'idée c'était de pouvoir proposer un atelier autour de l'accès au droit et on s'est rendu compte effectivement que le DALO n'était pas forcément mobilisé par les jeunes ou mal mobilisés dans la mesure où on avait des orientations, notamment des travailleurs sociaux de la métropole de Lyon, pour pouvoir établir des recours d'ALO. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait une méconnaissance de la loi. Et c'est ce qui nous a fait nous dire qu'il fallait qu'on expérimente du coup un atelier qui aujourd'hui s'est pérennisé. Il a lieu donc du coup une fois par mois. Il est animé par un chargé de projet, un salarié du Clash Lyon. Et il se organise de la manière suivante, puisqu'on a pensé cet atelier pour qu'on ait du coup un volet information sur la loi DALO. Donc la première partie de l'atelier est vraiment dédiée à cette information et d'expliquer qu'est-ce que le DALO et à quoi, quelle est la finalité et l'objectif. Et puis on parle aussi évidemment des critères. Et sur la deuxième partie donc du coup de l'atelier, après avoir expliqué effectivement le sens de la loi, c'est de la possibilité de pouvoir du coup faire des saisines justement de recours DALO. Donc on a fait le choix au Clash Lyon d'accompagner, de soutenir effectivement les jeunes qui le souhaitent donc dans cette démarche de recours DALO. Néanmoins, donc on va les accompagner dans la rédaction effectivement du CERFA. Si toutefois on pense que le critère retenu par le ménage, parce qu'on n'empêche personne de pouvoir établir un recours DALO, si on pense que le recours n'est pas forcément, n'est pas suffisamment argumenté ou en tous les cas ne correspond pas aux critères retenus par la loi, on va simplement y apposer notre tampon pour dire que donc du coup le jeune a bien été accompagné pour pouvoir établir ce recours.
recours, mais qu'on ne soutient pas, en tous les cas, quelque part, finalement, son recours en ne notifiant pas le nom de la personne qui l'a aidé à faire le recours. Parce que il y a effectivement ce que disait Madame Forin préalablement dans son allocution, hein, où elle parlait des critères. Non, on m'entend pas, c'est pour ça que je suis obligée de parler aussi fort. Excusez-moi. Du coup, comme le disait donc du coup Madame Forin, et notamment sur des critères de dépourvu de logement, donc il y a des choses qui sont pas toujours très claires du coup dans l'esprit des ménages. Donc voilà, donc il a lieu une fois par mois, c'est sur inscription, c'est un atelier collectif. Par ailleurs, nous sommes aussi membres de la commission de médiation d'Allo du Rhône sur le collège des associations, du coup, dans le cadre notamment du collectif Logement Rhône, dont nous sommes adhérents pleinement. Donc, on milite beaucoup pour pouvoir faire valoir ce droit au logement. Et oui, je viens de me souvenir, c'était par rapport aux démarches préalables qu'avait évoqué Madame Forin, puisque effectivement c'est quelque chose qu'on oppose en commission de médiation, et on est aussi très attaché à ce que effectivement les jeunes, au-delà de la demande de logement social, vous parliez tout à l'heure de démarche ultime, pour nous c'est la première démarche à effectuer effectivement, puisque sur le CERFA c'est la première chose qu'on vous demande, c'est d'avoir effectivement un numéro unique départemental. Et on va effectivement faire en sorte de pouvoir informer, quand on informe sur le droit au logement opposable, des démarches préalables possibles en amont du recours. Parce qu'on explique qu'effectivement, le recours, c'est vraiment le recours, c'est-à-dire la dernière chose à faire quand on a effectivement épuisé un certain nombre de démarches préalables. Voilà. En ce qui concerne donc du coup ce temps, je crois qu'il y avait une question sur le financement. Comment est-ce qu'on est financé pour pouvoir mettre en place cet atelier? Non, Théodora? Ouais, c'était ma prochaine question. Ouais. Très bien. Donc, concernant le financement de cette action, nous sommes en partie financés. Alors, on a des petits bouts de financement qui permettent du coup de pouvoir maintenir du coup cette action. Donc, on a un financement de la métropole de Lyon sur notre enveloppe du coup d'AIO, un financement de la ville de Lyon aussi sur l'enveloppe AIO, sur la ligne AIO, et aussi un petit bout de financement de la part de la CAF, justement sur ce volet d'accès au droit. Du coup, voilà, donc c'est comme ça qu'on finance effectivement cet atelier. Et on suit ensuite du coup les dossiers qui sont préparés donc pendant cet atelier dans le cadre de la commission de médiation d'Allo, puisqu'on reçoit l'ordre du jour. Alors on a un fonctionnement un peu différent de ce que évoquait Monsieur Michel préalablement, à savoir que donc dans la commission de médiation du Rhône ne reçoivent les ordres du jour que les membres qui seront présents à la COMED. Du mardi, puisqu'elle a lieu tous les mardis matin. Or, nous nous sommes mis d'accord entre associations donc adhérentes du collectif Logement Rhône de se transmettre les uns et les autres tous les ordres du jour pour qu'on puisse du coup garantir quelque part une équité de traitement dans la mesure où on peut très bien avoir des recours par exemple qui vont être présentés et qui auront été accompagnés par le CLAJ, et pour pouvoir apporter des éléments peut-être nouveaux dans le recours pour pouvoir permettre du coup une préconisation plutôt prioritaire et urgente dans la mesure du possible. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. Et puis du coup, au sein du collectif Logement Rhône, on a aussi mis en place des groupes de travail autour du DALO, parce qu'il y a d'énormes enjeux. Et notamment, là, juste après le webinaire, j'ai un groupe de travail autour du DALO, et notamment autour de la question du handicap, puisque depuis 2022 et le dernier décret lié au handicap, du coup, fait qu'il va y avoir des évolutions, et notamment certainement des évolutions au sein de notre doctrine dans le Rhône. Donc, on souhaite du coup travailler cela en amont pour pouvoir, le jour J, en présence de l'État, défendre les arguments que nous portons collectivement au sein du CLR. Merci. Est-ce que tu perçois des différences dans la manière dans cette évolution des recours d'Allo par rapport aux chiffres que j'ai présentés tout à l'heure sur cette hausse des recours d'Allo? Est-ce que c'est quelque chose qui se perçoit via cette permanence,
ou pas nécessairement? Oui, alors c'est vrai que quand on a mis en place cet atelier, au départ, c'était une fois par semaine, et puis on se rendait compte qu'en fait, il y avait très peu d'orientation sur cet atelier, pour la bonne et simple raison que, il y avait la méconnaissance effectivement du droit, il y avait aussi des recours, une volonté justement des ménages de pouvoir faire monter des recours, mais pas de démarche préalable, donc on était plutôt sur d'abord établir des démarches pour ensuite appuyer finalement un recours par ailleurs. Pardon. Donc on a réduit la voilure. On a réduit la voilure et on s'est dit qu'on allait proposer un atelier du coup par mois, sachant qu'effectivement depuis le début de l'année 2023, on a vu qu'il y avait une augmentation certaines, on n'a pas encore les chiffres de la commission de médiation, mais on devrait les avoir en tout début d'année prochaine, une augmentation certaine du nombre de recours présentés par des jeunes de moins de 30 ans. Ça, c'est clair, net et précis. C'est le secrétariat qui nous l'a effectivement dit. Et puis, on le voit quand on prépare les commissions de médiation, on a de plus en plus de jeunes de moins de 30 ans. Et cette année, tout particulièrement en 2023, énormément de jeunes en contrat jeune majeur qui établissent des recours DALO, puisqu'il y a une fin de prise en charge, il y a une fin de prise en charge donc dans l'année 2023, et comme à la fin de l'année 2023, ces jeunes ne seront plus pris en charge par qui que ce soit, en tous les cas pas par les services du droit commun. Donc du coup, on a vu une augmentation, pour ne pas dire une explosion effectivement des demandes. Pour l'instant, on n'a pas encore de chiffres. Néanmoins, en ce qui nous concerne, nous, le CLAGE Lyon, depuis le début de l'année, on a soutenu à peu près 80 dossiers du coup de recours au titre du DALO, que ce soit hébergement ou logement. Pour l'instant, je ne vais pas encore rentrer dans les détails statistiques pour pouvoir distinguer les deux, mais en tous les cas, ça concerne effectivement à peu près 80 ménages qui sont passés par l'atelier et qui ont déposé un recours. Et jusqu'à présent, on a eu un seul recours qui a été refusé, mais on a donc du coup fait un recours gracieux à l'aune justement d'éléments nouveaux de la situation, et c'est ce qui a permis du coup de requalifier du coup la décision et de pouvoir être reconnu prioritaire et urgent. Voilà. Ok, merci. Et juste dernière question, mais du coup, tu as commencé à le mentionner rapidement. Est-ce que vous arrivez à catégoriser un peu des types de situations, des profils de jeunes? Du coup, là, tu nous parlais des jeunes majeurs qui sont très présents dans vos demandes de recours DALO. Est-ce qu'il y a un autre type de public? Est-ce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur ces profils en rupture ou pas? Est-ce que vous avez... Complètement. Ouais, des profils en rupture, effectivement. Et comme tu l'as effectivement évoqué au travers de l'étude, de plus en plus de femmes et de familles monoparentales aussi qui passent par des recours DALO. Alors, pour le coup, pour les familles monoparentales, on a de plus en plus de femmes isolées, effectivement, qui mettent des recours. Des jeunes en fin de prise en charge contre un jeune majeur, c'est la grande majorité. Et les familles monoparentales, en fait, il s'avère que souvent les travailleurs sociaux ici sur la métropole de Lyon établissent d'abord une demande de logement social et vont tout de suite passer au recours DALO. Il n'y a pas d'étape préalable, il n'y a pas d'étape intermédiaire. On passe pas par l'hébergement, on ne passe pas par du logement transitoire dans le Rhône, en tous les cas sur la métropole de Lyon. Les travailleurs sociaux vont tout de suite mobiliser le DALO, tout de suite après la demande de logement social. Et c'est comme ça qu'on voit arriver en commission de médiation des dossiers qui sont irrecevables parce qu'il n'y a pas le respect des 1 mois d'ancienneté minimum de la demande de logement social pour pouvoir monter un recours et le présenter en commission de médiation dans le Rhône. Je me Merci permets pour de ce préciser que c'est retour. des délais qui sont de la doctrine locale, mais qui ne sont pas prévus par la loi. Donc, Exactement. je reprécise quand même. Hein, Vous avez raison, non mais vous avez raison, Madame Forin. J'ai voulu le dire, effectivement, ça fait vraiment partie de la doctrine du Rhône. Hein. Oui, oui, tout à fait, vous avez raison. Merci pour ces retours. Est-ce que si vous avez quelque chose à ajouter, soit Fabien, soit Samira, vous pouvez. Sinon, on va peut-être passer à une phase d'échange avec les participants. Peut-être qu'il y a des questions qui vous seront directement adressées ou pour Madame Forin également. N'hésitez pas si vous avez quelque chose à ajouter sur les situations dans le Rhône et dans l'Île-de-France. Eh bien, bonjour à tous et toutes. Je vais vous lire au moins une question que nous avons eue. Donc, c'est Véronique Chirac du Clage de Rodez qui nous demande comment peut-on avoir connaissance des recours DALO dans un département?
Comment, en gros, on peut avoir des statistiques et donc de pouvoir voir justement ces évolutions. Je vais faire une partie de réponse, mais je pense que peut-être vous pourrez nous dire sur vos territoires respectifs. Nous avons obtenu des stats au national après pas mal de difficultés, mais en tout cas, on a des stats à vous donner et elles sont pour partie dans l'étude complète qui vous sera diffusée aujourd'hui. Mais effectivement, peut-être de manière locale, c'est possible d'avoir ces données peut-être via les secrétariats des commissions d'ALLO, comme tu l'évoquais, Samira. Voilà. Mais effectivement, nous, on peut en tout cas vous donner des éléments, puisqu'on a eu des stats nationales, mais aussi par département, sur les 3 ou 4 dernières années, 4 dernières années, si mes souvenirs sont bons. Alors moi, j'ajouterais juste que du coup, tu as parfaitement raison, Elsa. C'est par le secrétariat pardon, de la commission de médiation qu'il faut passer pour pouvoir avoir des stats. C'est toujours compliqué d'avoir des chiffres avec l'État. C'est vrai. Pas forcément. Alors, c'est pas la question de la fiabilité. Les chiffres sont fiables, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est pas forcément une question qui est facile à aborder. Du coup, pour l'État, et de devoir se dire qu'il y a autant de personnes qui passent par un recours d'ALLO pour pouvoir avoir un logement, c'est compliqué pour eux. Donc, du coup, de l'admettre aussi quelque part. Néanmoins, c'est possible donc de pouvoir voir avec le secrétariat. On peut aussi regarder. Il y a des chiffres qui apparaissent aussi sur l'Observatoire national. Alors, je sais plus si c'est j'ai oublié le nom, je vais vous le retrouver, du logement. Oui, Observatoire national du logement. Il y a des chiffres qui ressortent aussi par l'INSEE. Et je sais que nous, on a une plénière une fois par an où nous sont présentés les chiffres, donc les statistiques et les analyses qualitatives des recours qui ont été présentés pendant l'année. Je me permets quelques éléments pour compléter. Le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, enfin maintenant qui est le Haut Comité pour le droit au logement, établit un rapport justement avec les statistiques et les remontées des commissions de médiation annuelles. Et nous, on a sur notre site internet de l'association d'ALLO une page dédiée aux chiffres. Alors, on a une analyse du coup quantitative et qualitative depuis 2019. Et vous avez du coup par département, vous pouvez sélectionner après les différentes références pour avoir le nombre de recours déposés, le nombre de recours favorables, le nombre de recours requalifiés, etc. Sachant qu'effectivement, c'est comme le disait Samira, on a des chiffres qui sont plus ou moins fiables. En matière de DALO, c'est plus fiable qu'en matière d'hébergement. Mais assez régulièrement, quand les autorités nous font remonter des chiffres, notamment par exemple au niveau de la drill, ils alertent régulièrement pour dire que les chiffres ne sont pas forcément fiables. Donc on a un problème de collecte des chiffres quand même qui est très souvent, qui nous est très souvent fait remonter. Mais après, on a le Haut Comité qui fait ses rapports annuels et en qualitatif, on est censé avoir des rapports d'activité de toutes les COMED parce qu'elles ont aussi pour rôle de faire état justement de ce qui se passe sur leur territoire. Donc, on est censé avoir ces rapports d'activité. Certaines COMED le font très bien, d'autres ne le font pas, malheureusement. Et peut-être la question subsidiaire, c'était d'avoir des données sur les jeunes, puisque c'est le public qui intéresse les clashs. Donc là, effectivement, c'est aussi une autre paire de manches, puisque les stats ne sont pas forcément par âge. Et même si elles sont parfois par âge, souvent, on n'a pas forcément la tranche d'âge qui nous intéresse. Donc, ça a été un des points qui nous a aussi amené à faire cette étude sur le DALO pour pouvoir étudier ça de manière plus fine sur le public des moins de 30 ans, enfin des 30 ans et moins. En tout cas, pour le moment, vous pourrez avoir ces données-là que l'on a pu retirer et analyser et avoir ces tranches d'âge qui nous intéressent. Il y a une autre question. Alors, je ne sais pas si tu pourras répondre, et c'est une question un peu juridique, mais du coup, quelqu'un qui demande, donc dans le Rhône, il y a un partage d'ordre du jour entre associations, et c'est une question RGPD. Est-il légal, au titre du RGPD, de partager les ordres du jour à toutes les associations, alors même qu'elles ne sont pas forcément membres de la COMED?
Je Alors, crois qu'il y a ouais, une erreur, il me semble que c'est les associations membres de la Comède, mais qui ne sont pas forcément présentes à toutes les Comèdes. voilà, c'est exactement ça. Voilà, je voulais juste préciser que du coup, donc nous, on fait partie le collège des associations. Du coup, on est 6 associations à siéger au sein de la commission de médiation, et sur ces 6 associations, donc on tourne, et c'est uniquement l'ordre du jour n'est transmis qu'aux personnes membres de la commission de médiation d'Allo. Voilà. Merci pour cette précision. Oui, mais euh, j'ai été membre de Comède, bonjour Fabien, puisque tu es membre dans la même Comède que toi. Euh, donc, oui, l'ordre du jour auprès des membres de la Comède, bien sûr, mais si on veut étudier les cas les uns après les autres, il n'y a aucune interdiction à solliciter telle ou telle autre structure intervenant sur le département pour avoir des données concernant les personnes qui sont dont la situation est prévue lors de la prochaine session. Je sais que sur le Val-de-Marne, par exemple, il y avait beaucoup la CNL, je ne sais pas si elle est toujours très active, mais la CNL sollicite, donc Fabien me montre que c'est toujours le cas, sollicite les associations euh, euh, pour les situations des gens qu'elles connaissent, par exemple. Oui, oui, je précise que nous, on ne fait pas partie de la commission de médiation. On ne reçoit pas la liste des ordres du jour. Par contre, on a souvent des mails de la part du DALO nous demandant des précisions en vue du passage à la commission avec la date de la commission. Donc, du coup, on rentre en lien avec la personne qui siège à la Comède pour pouvoir intervenir sur ce dossier. Ou alors, lorsque la personne qui est membre de la Comède reçoit l'ordre du jour et qui voit un dossier, quand il a le temps d'éplucher, parce qu'il y a tellement de dossiers, et qui voit le mot clage, tel clage, du coup, il le sollicite pour pouvoir avoir des précisions supplémentaires. Nous avons une question complémentaire. Donc, Josiane du Clage de Marmande qui nous demande, donc, bonjour, en plus d'indiquer que le jeune n'est pas en capacité de se loger dans le parc privé faute de ressources et ou de garants, que les démarches préalables de recherche ont été effectuées, quelles sont les informations pertinentes à ajouter dans la note sociale pour un recours d'ALLO? Donc là, je pense que ça dépend quand même pas mal des situations. Je ne sais pas si Diane, tu as envie de répondre. Bah, ça dépend effectivement des situations qui sont rencontrées. Après, la note sociale, l'idée, c'est vraiment d'insister sur le fait de dire que vous connaissez le parcours de la personne, que vous estimez qu'elle est en capacité parfaite d'intégrer un logement autonome. L'idée, c'est vraiment d'axer, enfin, si c'est le cas, hein, évidemment, c'est vraiment d'axer sur cet aspect-là. Voilà, après, enfin, personnellement, je ne rédige pas de notes sociales, donc vous serez je pense, assez expert pour savoir quoi mettre dedans. Mais l'idée, c'est vraiment, ce qui est attendu des commissions de médiation, c'est d'avoir un regard de professionnel pour déterminer si la personne est effectivement en capacité d'intégrer un logement autonome ou si éventuellement une mesure AVDL doit être préconisée, ce genre de choses. J'espère que ça répond un petit peu à la question. Je ne sais pas si les deux plages présents veulent compléter ou donner des exemples. Alors, oui, effectivement, je rejoins ce que vient de dire à l'instant Madame Forin. Nous, on insiste vraiment du coup sur montrer le parcours, effectivement, parce que c'est ce qui permet d'avoir des éléments de réponse et d'envisager effectivement la situation au niveau global. On parle du parcours locatif, mais on va aussi effectivement étayer avec la situation financière, la situation au regard du logement, la situation aussi peut-être au regard de la santé. Donc du coup, d'essayer d'avoir vraiment cet argumentaire le plus précis possible. Sur cet exercice-là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va demander donc du coup aux jeunes, parce que cet argumentaire, en fait, il est juste incontournable. Il arrive à la fin du CERFA, mais en fait, il est véritablement incontournable parce que c'est là-dessus aussi beaucoup que la commission de médiation, en tous les cas, le secrétariat, dans son traitement des demandes, des recours, pardon, va faire justement la présentation de la situation au regard de l'argumentaire. Donc,
c'est vraiment hyper important. Ce qu'on fait, nous, au niveau pratique, c'est qu'on va demander donc du coup aux jeunes d'écrire cet argumentaire en fait sur un papier libre et qu'ensuite on va revoir avec ces mots, voilà, et ensuite on va revoir ça avec lui pour pouvoir voir s'il manque pas quelques éléments de compréhension qui permettraient du coup d'avoir une vision vraiment globale du parcours et du jeune et de montrer réellement la situation et l'urgence à laquelle est confronté le ménage. Pas de commentaires complémentaires, Fabien? Non, parce que nous avons le même fonctionnement. Sauf que nous, on ne fait pas remplir le commentaire aux jeunes, on remplit ensemble, on fait la vie sociale ensemble. Mais bon, voilà. Après, chacun ses méthodes. Ouais, bah en fait, on est juste dans l'idée de faire avec. Oui, Du qu'il soit coup, voilà, acteur de c'est juste sa. Ouais, ça, c'est quoi. ça. Oui, 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 tout à fait. Voilà, voilà. On prend le stylo uniquement pour les personnes effectivement qui ont du mal à s'exprimer en français, à écrire en français. Voilà, c'est uniquement cette situation, dans cette situation-là, quoi. Merci à vous deux. J'ai une question. Donc, est-ce que le fait d'avoir fait un DALO a un impact sur sur les propositions du SEO? Je ne sais pas qui veut répondre. Bah, Diane, je vois que tu. Oui, alors c'est vrai qu'on en a un petit peu moins parlé, mais le SIAO reste compétent pour l'orientation vers des structures d'hébergement ou logement de transition, logement foyer. Donc lorsqu'on est prioritaire au titre du volet hébergement, donc c'est un autre SERFA, ça a effectivement un impact. On est censé être hébergé, orienté vers des logements de transition ou foyer de manière prioritaire. Mais c'est le SIAO qui restera compétent effectivement dans ces cas-là. Sachant que la reconnaissance prioritaire au DALO est censée aussi donner un avantage, entre guillemets, et notamment en matière de cotation. J'imagine que c'est quelque chose qui est en train de se développer un petit peu partout en France. Ça se met en place doucement. Mais sur la cotation, ça fait des points supplémentaires. Donc ça donne des éléments objectifs de priorisation aussi, même si on insiste sur le fait de dire que le DALO est un droit et pas un système de priorisation supplémentaire. Mais dans les faits, ça reste, ça a cet effet aussi de rendre visibles les situations qui sont par définition urgentes. Et pour compléter, je dirais que ça sous-entend aussi que du coup, le diagnostic social enregistré sur le SI-SIAO doit être vraiment le plus précis possible et les préconisations doivent être vraiment adaptées à chacune des situations. Voilà, on peut pas comme ça préconiser à la volée un logement foyer, logement de transition pour quelqu'un qui est pas du tout en capacité de pouvoir vivre seul, où il faut une présence peut-être pédagogique, éducative. Voilà, donc il y a différents modes d'habiter. C'est ce qu'on essaye d'informer au plus près donc les personnes qui vont vouloir mobiliser le DALO hébergement, parce que on voit bien après en commission de médiation que ils suivent, on va suivre du coup l'orientation qui a été notifié en 1 du coup sur le SI et SIAO. Donc si la préconisation c'est logement foyer, logement de transition alors que le jeune n'en est pas du tout capable, le SI et SIAO va pas aller vérifier, il va aller vérifier simplement voilà la première préco c'est pension de famille par exemple et du coup ils vont aller sur pension de famille. Donc il faut vraiment être vraiment que le diagnostic soit à jour et en accord avec le besoin du ménage. On peut peut-être juste nuancer un tout petit peu parce qu'effectivement, il y a des fonctionnements de SEO qui peuvent différer et certaines commissions SEO qui vont reprendre les précos et valider collectivement des précos. Donc, effectivement, ça existe sur certains territoires, mais effectivement, je plus sois ce que tu dis, que effectivement c'est mieux, c'est bien et il faut que le plus possible les diagnostics SIAO et les préconisations soient les plus adaptés possibles. Le SIAO, il va avoir aussi un rôle de plus en plus dans la gestion du contingent préfectoral, donc les réservations de l'État. Donc aussi, quand on est reconnu prioritaire urgent DALO, on peut bénéficier encore en plus, on est en plus prioritaire sur ce contingent-là. Donc, ça peut être aussi dans ce cadre-là que le SIAO nous repère et nous fait bénéficier du contingent préfecture. Pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent peut-être prendre la parole autre que sur le chat écrit? Alors, on a une remarque, Cécile du CLAGE des Hautes-Alpes qui nous dit « C'est déjà le cas.
SIAO, CIPLO, DALO sur les Hautes-Alpes, où effectivement, c'est quelque chose qui se met en place, enfin qui est en place et qui va se poursuivre effectivement sur le rôle du SIAO dans l'accès au logement social. Alors, vous avez aussi la possibilité... Pardon, vas-y. Non, je demandais s'il y avait d'autres questions Non, qui il n'y a pas apparaissent. d'autres questions. Et si des personnes souhaitent partager des témoignages aussi sur ben voilà, vos réactions sur les chiffres et sur l'augmentation de dépôts, de recours par les jeunes, ou à l'inverse, que ce soit des choses que vous ne percevez pas sur votre territoire, n'hésitez pas à le faire. On peut aussi vous donner la main, en tout cas la parole, si vous nous levez la main et en vous branchant un micro. Voilà. Une question sur le droit. Est-il possible de redonner le délai en structure d'hébergement avant un recours DALO? C'est 10 Alors, en structure d'hébergement, c'est 6 mois. 6 mois, pardon. Ouais. Structure d'hébergement, donc d'insertion vraiment en centre, etc. 6 mois. Ouais, alors c'est vraiment CHU, centre de stabilisation, CHRS. Et par contre, logement transitoire, 18 mois. Mon transition, c'est 18 mois. Ouais. Je vois une main levée, mais ça fait un bout de temps. Je ne sais pas si c'est pour une prise de parole ou pas. Domitil Pedersoli. Est-ce que c'était une question qui a été posée sur le chat d'ici là ou non? Ah, madame, c'était peut-être. Je vois que la main est baissée, donc peut-être que c'était pas pour une prise de parole. Vous pouvez la relever si c'était pour une prise de parole et je donnerai la main. Mais je crois pas. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres témoignages ou pas d'autres questions, on va pouvoir conclure. Merci à tous déjà, et vous étiez nombreux, plus de 70 participants, donc merci de votre présence aujourd'hui. N'hésitez pas à revenir vers nous, soit si vous avez des questions par rapport à l'étude qui va vous être communiquée, soit si vous voulez qu'on vous mette en contact avec Diane Forin ou l'association de Dallo si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas, je pense que je vois Diane hocher la tête, donc je pense qu'elle est là aussi pour répondre aux questions si jamais. Merci en tout cas vraiment de votre attention, et l'étude complète va être à retrouver dès aujourd'hui, dès la fin de journée. Donc, je vous souhaite une bonne lecture pour ceux qui se plongeraient tout de suite dans la lecture de l'étude au global. Et on vous dit à bientôt pour la plupart, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir, bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.